l'ICN, le point de contact national, SHS et l'Alliance Athéna, de nous avoir invités aujourd'hui. Donc l'école française d'Extrême-Orient, bon, c'est une vieille institution, c'est l'une des écoles françaises à l'étranger, des 5 écoles françaises à l'étranger, donc avec l'école française de Rome, Athènes, Le Caire, Madrid, et qui a son siège donc à la Maison de l'Asie qui est située à côté du musée Guimet, donc pas loin de la place Iéna, et qui est le seul établissement français entièrement consacré aux études asiatiques et qui a été fondé en 1898 et qui a eu son siège en fait à Hanoï jusqu'à la fin des années 50. Et maintenant nous sommes installés donc dans cette Maison de l'Asie qui possède une grande bibliothèque, aussi l'une des meilleures bibliothèques en Europe sur les études asiatiques. C'est un institut de recherche, donc ça s'appelle école, mais en fait nous formons, je dirais, sur le terrain des étudiants en master et des doctorants et des postdocs aussi. Nous avons des programmes, y compris avec la FMSH jusqu'à récemment. Nous accueillons dans nos centres donc des étudiants, mais nous ne sommes pas une structure d'enseignement à proprement parler, c'est-à-dire que nous ne délivrons pas de diplôme. En revanche, contrairement aux autres écoles françaises à l'étranger, nous avons un corps permanent de chercheurs, donc d'enseignants-chercheurs. Nous avons donc 42 directeurs d'études et maîtres de conférences, tous donc spécialisés sur l'Asie. Donc nous sommes une sorte de petite EPHE entièrement spécialisée sur l'Asie. Et le réseau que nous animons en France et en Asie donc comprend à peu près 300 personnes si on inclut tous les personnels locaux, y compris les gens qui travaillent sur nos chantiers de fouilles. Nous avons donc 18 centres et antennes en Asie. Donc là, vous voyez la carte avec tout notre réseau. Alors, bon, tous nos centres ne sont pas de la même dimension. Nous avons des grands centres à Pondichéry, à Siem Reap, à Kyoto, avec des structures importantes où nous pouvons accueillir des chercheurs, des postdocs. Nous pouvons organiser des conférences. Nous avons une sorte de grande plateforme archéologique à Siem Reap. Donc Siem Reap, en fait, c'est la ville où se trouve le site d'Angkor, et le FAO a été responsable de la restauration de tous les monuments d'Angkor depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'arrivée des Khmers rouges en 1974 et encore aujourd'hui. Donc sous l'égide de l'UNESCO, nous avons de très grands programmes, et notamment nous avons restauré récemment le plus haut monument d'Angkor qui s'appelle le Bapouan. Voilà, donc nous avons quelques grands centres. Nous avons des centres, je dirais, de taille moyenne en Indonésie, au Laos, en Thaïlande, au Vietnam, et nous avons aussi un certain nombre de bureaux dans des instituts de recherche et dans des universités locales à Tokyo, à Hong Kong, à Taipei, etc. Tout ça pour dire que, en fait, donc nous avons donc une structure centrale de recherche, mais aussi ce réseau qui est un réseau unique de centres et d'antennes en Asie. Et en fait, dans ces centres et antennes, nous accueillons non seulement des chercheurs français, mais des chercheurs européens. Et donc depuis 20-30 années, nous accueillons des chercheurs non seulement européens, mais aussi, je dirais, internationaux. On accueille aussi des Australiens, des Japonais, etc. Parce que dans certains pays, nous sommes les seuls à avoir un centre de recherche permanent. Par exemple, si je prends le Laos, le centre FAO du Laos, avec sa bibliothèque, est le seul centre de recherche étrangers existant dans le pays et malheureusement, je veux dire, le seul centre de recherche réel dans ce pays. Nous sommes donc un institut de recherche donc spécialisé en SHS. Nous ne sommes pas dans la biologie, la physique, etc. Nous sommes donc essentiellement dans des disciplines comme l'archéologie, la philologie, l'histoire ancienne, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine aussi, l'anthropologie, un petit peu la géographie. Et aujourd'hui, la répartition, je dirais, de nos troupes, c'est à peu près 50% des chercheurs en France et 50% des chercheurs en Asie. Et en France, nous faisons partie de la commu
PSL, Paris Sciences et Lettres. Et nous y sommes, je dirais, avec des partenaires très anciens pour le FIO qui sont le PHE, le Collège de France et le HESS. Le fait que nous accueillons depuis très longtemps des chercheurs européens dans nos centres nous a donné, je dirais, l'idée en fait de créer un consortium européen, donc qui s'appelle ICAF. Donc ICAF, c'était European Consortium for Asian Field Studies, hein, donc les études sur le terrain, sachant que nous accueillons dans nos centres de façon informelle donc tous ces collègues, et on s'est dit que ce serait sans doute une bonne idée d'essayer d'institutionnaliser cela et de passer des accords de coopération avec les différentes institutions qui étaient de fait nos partenaires depuis très longtemps. Et donc nous avons créé en 2007 un consortium, donc ICAF, consortium donc, qui continue maintenant, mais qui finalement n'a pas pu se concrétiser sous la forme d'un GIP, d'un groupement d'un GIS, d'un groupement d'intérêt scientifique, parce que le ministère en fait a trouvé que c'était une structure trop lourde et pour une institution assez petite comme la nôtre, et donc a préféré que nous continuions avec une structure informelle. Mais la création de ce consortium, donc, qui comprenait 35 institutions européennes travaillant dans le champ des études asiatiques, nous a permis évidemment de tisser, je dirais, des contacts importants, et ça a été un petit peu un préliminaire à notre engagement dans des projets européens, dans des projets financiers financés par la Commission européenne. Donc depuis 2007, depuis la création du consortium ICAF, donc nous avons remporté en fait successivement 3 projets, donc 2 projets dans le cadre du PCRD FP7. Alors je ne sais pas si c'est la peine que je revienne dessus, vous en avez parlé j'imagine déjà. Donc un premier projet qui s'appelait IDIS et qui était un projet essentiellement justement de coordination, et donc qui s'appuyait largement sur ce consortium ICAF que nous avons créé, hein, et c'était un projet donc de coordination entre institutions européennes travaillant sur l'Asie. Et donc, dans ce projet, nous avions des partenaires comme Cambridge, Hambourg, etc., qui sont restés nos partenaires pour les projets suivants. Ensuite, nous avons eu un deuxième projet que nous avons remporté, SeaTide. Alors, SeaTide, Southeast Asia. Oui, voilà. Voilà. Trajectory of Inclusion. Dynamics of Exclusion, et donc c'était un projet, donc un appel d'offres de PCRD FP7 sur la thématique de l'intégration régionale. Donc j'en profite pour vous présenter ma souffleuse, donc qui est Elisabeth Lacroix et qui est en charge donc des projets européens à l'UFEO. Donc elle est avec nous depuis la création du consortium ICAF, et maintenant elle est complètement spécialisée donc sur les projets européens et financée en fait à 75% par ces projets européens, et à 25% est notre Madame Projet Européen à l'EFIO. Donc nous avons remporté ce deuxième projet, et nous venons récemment, donc, puisqu'on a eu les résultats seulement en juillet, de remporter un troisième projet européen, donc dans le cadre de H2020, H2020, CRISI, donc également sur la dynamique de l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. Alors, ICAF, les objectifs du premier consortium donc, que nous avons créé, donc, c'était, comme je l'ai dit, fournir un accès au terrain, donc s'appuyant sur notre réseau, puisque donc, déjà ces institutions européennes profitaient de façon informelle de notre réseau, mais nous sommes les seuls donc, à avoir ce réseau de 18 centres donc, dans 12 pays, de l'Inde au Japon. Et donc l'idée, c'était de faire de ce réseau vraiment une institution permettant à des chercheurs appartenant donc à diverses universités ou instituts de recherche européens de postuler pour un séjour dans nos centres. La deuxième idée, c'était de développer des programmes communs de recherche
dans nos disciplines, les études asiatiques, donc essentiellement en sciences humaines et sociales. Et la troisième idée, c'était aussi d'essayer de mutualiser avec ces institutions les frais aussi de fonctionnement de nos centres. Et donc l'idée a continué au-delà du consortium. Par exemple, aujourd'hui, si je prends juste cet exemple, à Pékin, nous partageons notre centre avec la fondation Max Weber, donc, qui est une grande fondation allemande dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et donc la quatrième idée, c'était évidemment de mettre en place tout un partenariat euro-asiatique, sachant que non seulement nous avions comme partenaires donc, des institutions européennes, mais aussi une vingtaine d'institutions asiatiques dans les divers pays où nous travaillons. Donc IDIS, le premier projet que nous avons remporté, Integrating and Developing European Asian Studies, avait pour idée justement de renforcer son consortium en limitant les partenaires, je dirais aux partenaires principaux. Et c'est un projet sur 30 mois avec donc 1 million d'euros, donc 1,2 million d'euros que nous avons remporté. Donc dans le premier consortium, les membres étaient donc le FEO, donc une université en Finlande, la British Academy donc de United Kingdom, l'Académie des sciences de Hongrie, l'Université de Hambourg et deux institutions de recherche, donc l'ISAO en Italie et l'INRIA en France, donc spécialisées dans les programmes informatiques. Donc ça, on l'a dit. Donc l'idée de ce premier projet de coordination, c'était donc d'essayer d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure coordination des différents projets menés à travers l'Europe sur l'Asie et plus particulièrement sur l'Asie du Sud-Est. C'était, donc, je l'ai dit, donc de développer ces coopérations entre les scholars, les chercheurs européens et non européens, et développer, donc renforcer le dialogue entre les sciences sociales et aussi les policy makers, et ça reste un point fort aussi, je dirais, pour les autres projets que nous avons remportés. Donc deuxième projet, celui-là plus important que nous avons remporté, donc Integration in Southeast Asia, Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion, était cette fois un programme donc PCRDFP7 qui a commencé en 2012, fini en mars 2016, et qui était un projet de 2,4 millions d'euros. Donc là, on voit la structure de ces programmes FP7. Peut-être que Elisabeth peut commenter. C'était pour vous montrer effectivement où se situait l'appel dans l'architecture du programme FP7. Donc c'était dans le volet coopération, et il y avait un thème qui portait sur l'Europe dans le monde. Et la thématique spécifique était l'intégration régionale et nationale en Asie du Sud-Est. Voilà, donc nos partenaires pour ce projet CITIDE ont été Asian African Institute, en fait c'est l'université de Hambourg en Allemagne, l'université de Cambridge en Angleterre, au Royaume-Uni, l'université de Tallinn en Estonie et l'université de Milano Bicocca en Italie. Donc on s'était forcé, je dirais, à chaque fois d'avoir un partenariat assez équilibré. Par exemple pour les institutions européennes, avec, je dirais, des institutions du Nord, des institutions du Sud et des institutions de l'ancienne Europe de l'Est. Et en Asie du Sud-Est, donc nos partenaires étaient l'université de Chiang Mai, l'université Saint Malaysia en Malaisie, Gadjah Mada en Indonésie, qui est une des grandes universités, des deux plus grandes universités en Indonésie, et l'Académie des sciences sociales du Vietnam. Donc nous étions dans ce projet, nous étions 9 partenaires, et avec un équilibre, je dirais, assez bon entre les partenaires européens et les partenaires sud-est asiatiques.
ce qui a eu d'intéressant pour nous, c'est que nous sommes appuyés donc, sur des partenaires, je dirais, traditionnels, comme l'Université Hambourg, l'Université Cambridge, avec lesquels nous avons des projets de longue date. Pareil avec l'Université de Chiang Mai, donc, je vous ai dit qu'on avait un grand centre à Chiang Mai, donc c'est une université avec laquelle on travaille beaucoup, l'Académie des sciences sociales du Vietnam aussi, mais ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres partenaires. Par exemple les partenaires estoniens qu'on ne connaissait pas du tout, en Italie l'université de Milan avec laquelle nous n'avions pas travaillé, l'université de Saint Malaysia. Donc Saint Malaysia, c'est pour ceux qui connaissent la Malaisie, en fait c'est une université qui est située à Penang. Donc c'est pas à Kuala Lumpur, c'est une université qui est un petit peu périphérique mais qui est très connue dans le domaine des études historiques notamment, et donc l'université de Gadjah Mada avec laquelle nous avions en fait pas de partenariat. Donc ça nous a permis vraiment de développer de nouvelles coopérations. Les objectifs qu'on s'était donnés, donc ça sont un petit peu les objectifs officiels. Donc c'était arriver en support, en soutien du service extérieur, c'est-à-dire des relations extérieures en fait, de la Commission européenne, notamment services spécialisés sur l'Asie du Sud-Est, de renforcer aussi le système européen, l'espace européen de la recherche, et donc de promouvoir, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, de meilleures relations, ou d'institutionnaliser des relations entre les chercheurs, entre les stakeholders et les policymakers. Je suis désolé, presque tout est en anglais, mais bon, voilà. Mais je pense que vous avez l'habitude. Donc essentiellement des diplomates, donc les diplomates de la Commission européenne et les diplomates des différents pays de l'espace européen, de l'Union européenne, mais aussi un certain nombre de décideurs dans ces différents pays. Alors, nous avions donc défini pour ce premier projet, donc qui est un gros projet, donc 9 institutions, ça voulait dire en l'occurrence plus de 60 chercheurs quand même. Donc ce sont des programmes assez lourds. Et l'approche qu'on avait proposée pour essayer de réfléchir à l'intégration, au modèle de l'intégration régionale en Asie du Sud-Est, donc qui est donc l'intégration régionale en Asie du Sud-Est se concrétise sous la forme, je dirais, de l'institution de l'ASEAN, qui est un petit peu le pendant de la Commission européenne, mais avec des différences tout à fait notables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au même degré d'intégration que l'Union européenne. Et notre idée, c'était d'essayer de proposer un projet en fait, qui ne soit pas seulement un projet de macroéconomie, de sciences politiques, sachant qu'il y avait déjà énormément d'études sur l'intégration régionale en Asie du Sud-Est sous ces deux angles, économie et politique, mais d'avoir une approche, je dirais, plus terrain, essayer de comprendre quels étaient les effets réels de ces politiques d'intégration régionale dans les différents pays, quels étaient les effets, par exemple, en termes de nouvelles dynamiques transfrontalières, quels étaient les effets en termes de nouvelles régions qui se développaient, quelles étaient les relations entre, je dirais, la région et les États-nations à l'intérieur de la région. Donc essayer de repenser tout ça, et à travers une approche qui était à la fois, qui était surtout orientée histoire et anthropologie, c'est-à-dire réfléchir à cette intégration régionale un petit peu dans la longue durée, dans le temps long, alors pas dans la très longue durée, c'est-à-dire on ne montait pas à la préhistoire, mais au moins depuis la période moderne et la période contemporaine. Essayer également de reposer un certain nombre de questionnements anthropologiques, c'est-à-dire en termes, qu'est-ce que voulait dire cette intégration régionale pour, par exemple, pour des minorités ethniques, que voulait dire cette intégration régionale pour des minorités religieuses, sachant que ces différentes minorités ne respectent pas
entre guillemets, je dirais le découpage des frontières nationales. Donc repenser un petit peu tout l'impact, je dirais, de cette volonté d'intégration régionale de l'Asie du Sud-Est, la repenser dans l'histoire et en termes de communautés locales. Et en tenant compte aussi, je dirais, de la pression qu'exercent sur l'Asie du Sud-Est ses grands voisins, que sont la Chine d'abord, qui pèse sur toutes les frontières de l'Asie du Sud-Est, qui pèse économiquement aussi dans tous ces pays, mais également le Japon, mais également l'Inde. Donc c'était repenser l'Asie du Sud-Est dans l'histoire, la repenser, je dirais, dans ses frontières, en dépassant la notion de frontière, et la repenser, je dirais, dans un contexte également globalisé, mondialisé, avec différentes influences, donc Chine, Inde et Japon, mais également évidemment États-Unis et le poids de l'Europe aussi par rapport à cette intégration régionale, sachant que l'Europe était prise, l'Union européenne était prise un peu comme modèle aussi au départ pour l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. Donc là, ce sont les thèmes, les axes de recherche qui ont été définis, donc ce qu'on appelle les work packages, thematic work package, donc c'est dans la terminologie de ces projets européens. Donc repenser donc les identités. Est-ce que l'intégration régionale permettait d'appréhender d'une manière nouvelle ces identités transnationales, sachant que par exemple certaines populations minoritaires, je pense à la population Hmong par exemple, sont à la fois au Laos, au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande, mais aussi évidemment en Chine. Repenser aussi la circulation donc des personnes et des biens à travers les frontières, voir ce que ces politiques régionales permettaient en termes de circulation. Repenser aussi les échanges d'informations, c'est-à-dire les modèles aussi, en quoi les modèles, par exemple, de gouvernement, certains modèles économiques circulaient d'un pays à un autre, et en quoi cette intégration régionale permettait une meilleure circulation. Repenser aussi, donc, en termes de démocratie, l'intégration politique. Est-ce que les dynamiques régionales pesaient sur les politiques nationales? Donc toujours cette idée de dialogue entre le régional et le national. Et donc, dernier axe de recherche, bon, c'était pas la recherche, c'était la dissemination, donc essayer d'avoir, je dirais, une diffusion des résultats aussi large que possible et aussi variée que possible, s'adressant non seulement aux scientifiques, mais là encore à la communauté diplomatique, aux acteurs économiques, etc. Et pour revenir sur le titre du projet, que je vais retrouver. Voilà. L'idée derrière tout ça aussi, c'était de se dire, en fait, dans ces politiques régionales, il y a des bénéficiaires et il y a des gens qui sont totalement exclus en fait de ces dynamiques. Et donc essayer de comprendre aussi ceux qui pouvaient profiter de cette ouverture des frontières, de cette circulation de l'information, etc., et ceux qui en fait en étaient complètement exclus. Voilà, donc les résultats du projet, ce furent donc 3 ouvrages publiés à Silkworm, des articles publiés en ligne et des policy briefs. Donc ce sont donc des recommandations faites au niveau politique et pour les États et pour la Commission européenne. Mais ça, ce sont les résultats, je dirais, les plus tangibles, mais ça a été aussi l'organisation de combien de workshops voilà, de plusieurs workshops de recherche, de plusieurs workshops à Bruxelles aussi. Et on a fait en fait en tout une quinzaine de séminaires, de conférences internationales, aussi bien en Asie qu'en Europe, et avec des retours réguliers à Bruxelles. Donc le projet s'est arrêté en 2016, mars 2016, et s'est posé la question de savoir si voilà, on pouvait poursuivre ce projet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets donc, sont quand même assez lourds à mettre en place, sont assez lourds à porter,
et ne dure que 3 ans. Voilà, donc 3 ans, c'est peu, parce que le temps de constituer le consortium, le temps de mettre en place les équipes, de mettre en place les différentes missions de recherche, d'organiser les séminaires, etc. En fait, il faut déjà quasiment 1 an et demi pour mettre tout ça en place, et on en arrive tout de suite presque à devoir réfléchir aux résultats, la forme des résultats et tout. Donc ces 3 ans, c'était peu. Et on a eu la chance, en fait, que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, ait l'idée de refaire un autre appel à projet sur la même thématique de l'intégration régionale en Asie du Sud-Est, et nous sommes portés évidemment candidats. Et pour nous porter candidats, nous avons été aidés par l'ANR, qui donc propose, vous en parlerez mieux que moi, mais qui propose donc à des institutions intéressées par candidater à des projets européens, donc de candidater d'abord à l'ANR pour avoir une aide justement pour mettre en place ces projets. Donc nous avons été bénéficiaires d'une aide qui nous a beaucoup aidés, de l'ANR. Pardon ? Pardon, 30 000 euros. 30 000 euros. 30 000 euros, ce qui était pour nous très précieux, parce que donc, les financements du premier projet CITA étaient arrivés à échéance, et nous n'avions pas les moyens, je dirais, par nous-mêmes, de reconstituer toute une dynamique avec de nouveaux partenaires, etc., d'organiser des rencontres, de mettre en place donc, de nouveaux séminaires de réflexion pour voir comment candidater à un nouveau projet. Et donc l'aide de l'ANR nous a permis cela, nous a permis donc d'organiser des réunions préparatoires à Chiang Mai, à Paris, à Bruxelles. Et nous avons donc remonté, donc, avec l'aide de l'ANR, un petit projet préparatoire, donc RICE, Regional Integration in Southeast Asia, donc avec le FAO, avec le CNRS, le CAS, Cambridge, l'Université de Chiang Mai, c'est-à-dire avec un certain nombre d'anciens partenaires. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'équipe française, en fait, dans ces projets, qui est une équipe française qui est portée par le FAO, comprend bon nombre de membres non EFEO. D'abord des membres du CNRS rattachés au CAS, qui est le centre sur l'Asie du Sud-Est, qui est une UMR, CNRS et EHESS, mais aussi des collègues de l'IRD, mais aussi des collègues de Sciences Po. Donc, et je pense que c'est assez important, c'est-à-dire que nous avons une équipe mixte au départ. Voilà, donc nous avons remonté ce projet, et donc dans le cadre de la proposition H2020 dont il a été question, je pense, auparavant, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc nous avons pu, grâce à cette aide, recandidater donc, à ce nouveau projet, et qui a été déposé le 2 février, un projet de 4 ans. 4 ans ? 3 ans. Non, 3 ans. 3 ans, oui, 3 ans, avec à nouveau 2 500 000 euros. Bon, je ne vais pas tout ça, donc cela je l'ai dit. Et nous avons eu, je dirais nous avons été heureux d'apprendre en juillet dernier qu'en fait notre projet avait été retenu par la Commission européenne, et retenu après, je dirais, compétition de haute lutte avec des partenaires de très haut niveau qui étaient la SOAS à Londres, qui était l'université de Leiden, qui était London School of la Economics. London School of Economics aussi. Voilà, donc on avait des partenaires vraiment très importants, et des concurrents, je veux dire, très importants, qui s'appuyaient aussi sur des institutions en Asie elles-mêmes très importantes. Donc nous avons été évidemment particulièrement heureux de remporter à nouveau cet appel à projet. Donc là, je ne sais pas si... Oui, c'est à nouveau pour vous montrer où se situe l'appel auquel on a répondu. Donc maintenant, H2020 est organisé en piliers. Donc c'était le pilier Societal Challenges. Donc c'est toujours l'Europe dans le monde. Voilà, et la thématique, c'était l'Asie-Pacifique comme région stratégique pour l'Europe. Voilà, oui. Donc cette fois, en fait, nous avons
changé un petit peu les objectifs du projet. Bon, l'idée, c'était de ne pas représenter le même projet que Citine, et donc de modifier le consortium, en l'occurrence de changer certains partenaires et d'élargir le consortium à de nouveaux partenaires. Et également, je dirais aussi de présenter un projet qui avait une autre perspective. Donc, comme je l'ai dit, Seatide, nous étions délibérément placés avec une approche, je dirais, un peu à contre-pied de l'approche habituelle de l'intégration régionale, c'est-à-dire non plus macroéconomique, non plus macro-politique, etc., mais plutôt en insistant sur l'histoire, sur des études de terrain. Donc, il y a eu beaucoup d'études de cas. Et dans ce nouveau projet, nous avons dit que nous allions relier les deux, c'est-à-dire à la fois une approche top-down et une approche depuis la base, et essayer de croiser cette fois à la fois des données macroéconomiques et des données, je dirais, micro-historiques, micro-locales, que nous avions pu recueillir dans Seatide. Et donc nous avons proposé cette fois un projet avec un nouveau consortium de nouveaux chercheurs, donc un consortium plus important que le précédent, on va voir, avec 13 partenaires, un peu plus de chercheurs, 75 chercheurs cette fois, et moins axé sur l'histoire et l'anthropologie, qui restent des domaines forts du projet, mais avec aussi des économistes, des macroéconomistes, des microéconomistes et des spécialistes de sciences politiques et des spécialistes de l'approche régionale, y compris des gens qui travaillent depuis longtemps sur la comparaison, je dirais, entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est ou d'autres projets d'intégration régionale. Parfait, merci beaucoup Yves pour Elisabeth pour cette présentation. J'ai vraiment l'impression, oui. Je montre juste donc le nouveau consortium. Donc, vous voyez, on a conservé certains partenaires, donc l'université de Hambourg, l'université de Cambridge. Alors, encore une fois, le FIO, c'est avec le CNRS, le Centre Asie du Sud-Est, avec Sciences Po, avec l'IRD aussi. Et donc Naples, donc nouveau partenaire Lisbonne, Oslo, Lodz, avec toujours cette idée d'un équilibre entre le nord, le sud, l'ouest et l'est, si je puis dire. Et nous avons gardé donc pour les partenaires asiatiques, donc pareil, donc Chiang Mai qui était déjà avec nous, l'Académie sociale de Hanoï, mais aussi de nouveaux partenaires, donc Kuala Lumpur, des partenaires birmans, donc puisque nous pensons que ce genre de projet aussi est l'occasion, je dirais, d'associer des pays qui ont été un peu exclus de la recherche ces dernières années, donc comme la Birmanie. Également des think tanks. Donc pour l'Indonésie, nous avons Center for Strategic and International Studies, qui est un think tank, mais un think tank international très réputé. Et pareil, Ateneo de Manila, pareil, qui est une très bonne université aux Philippines. Voilà. Je vais peut-être... oui, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai vraiment l'impression, un peu comme le témoignage de Nathalie ce matin, qu'il y a une sorte d'engrenage, non pas infernal, mais plutôt vertueux dans les projets européens, où à partir du moment où on commence à déposer, à avoir des projets européens, il arrive souvent qu'on en dépose souvent beaucoup d'autres. Et merci aussi d'avoir mis un peu en lumière l'utilité du programme MRSEI de l'ANR, qui effectivement peut aider à constituer au départ un projet pour véritablement déposer un projet H2020. Merci à vous pour votre témoignage. Merci. On va donc reprendre cette deuxième partie d'après-midi avec Basudeb Chaudhury, qui va venir nous présenter les appels transformation. Et Christiane Abélé sera là également au cas où pour répondre aux questions aussi le cas échéant. Merci de les accueillir également. Mais je vous en prie. Merci.
Formidable. C'est moi qui commence, c'est ça? Alors, c'est bon, ça va se faire. Je te le remets là. Parfait. Parfait. Je te laisse. Je retourne en salle. Oui. Bien, donc on est répartis après le déjeuner, ce qui est toujours un peu difficile, avec cet excellent témoignage de nos collègues de FAO, qui je suis très content de retrouver parce que moi-même j'étais dans 2 unités CNRS sur le sous-continent sud-asiatique, c'est-à-dire jusqu'à côté de l'Asie du Sud-Est. Et en effet, pendant la pause, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il y a des partenaires clés qu'il faut absolument chercher en termes géographiques ou en d'autres termes? En effet, vous avez la réponse dans le témoignage de l'EFEO, c'est-à-dire, comme M. Goudinot a montré, il y a un équilibrage entre nord et sud, est et l'ouest de l'Europe, ce qui est très bien. C'est, je dirais, la réussite parfaite en termes de désidérata que vous pouvez avoir. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais vous dire, bien évidemment, ça dépend de votre domaine de spécialisation ou les domaines de spécialisation auxquels vous faites appel. Il faut avoir exactement les partenaires qu'il faut. Les équipes qui le font et qui cumulent une expérience comme, comme les 2 témoignages que nous avons vus aujourd'hui, évidemment, savent le faire. Mais ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est construit dans la durée. Et ce que j'aimerais dire, ayant beaucoup travaillé sur cette question, bien évidemment aussi, les ANR sont une excellente plateforme pour les projets européens. Ceux qui réussissent en général 2 ANR sont souvent très bien positionnés par la suite pour réussir dans les projets européens. Si on voit les statistiques français, on va percevoir ça. Donc ça, c'est bien évidemment, l'ANR MRSI est là spécifiquement pour aider aller vers le montage des consortiums, mais c'est l'autre chose qu'on sait un peu de façon, je dirais, qu'on voit à travers les expériences. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, toujours à propos des consortiums que je vais dire, et ensuite je vais passer à Col 2, c'est souvent, bon, encore selon les sujets, on peut avoir une tendance d'avoir des partenaires dans les pays voisins, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, souvent des partenaires de l'autre côté de la Méditerranée quand on cherche les pays associés. Mais ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que j'ai conseillé ce matin vraiment une utilisation approfondie, un décortiquage, exactement comme le joueur de tennis ou le joueur de football ou n'importe quel jeu décortique à la longueur le jeu des opposants, exactement comme ça, pour décortiquer le jeu de vos concurrents, d'utiliser cette base Cordis vraiment vous permet de le faire. Essayez de voir quels sont les partenariats faits par des équipes qui ont plusieurs fois réussi. Et vous verrez bien qu'il y a une géographie dans le sens que ça représente pour les projets concernés selon le domaine ou le secteur un équilibre entre ceux qui sont bien connus dans ce domaine. Bon, bien évidemment, il peut y avoir des associations de longue date, mais il ne faut pas aller uniquement avec des gens que vous connaissez habituellement. C'est là ce que je disais, il faut faire l'effort d'aller chercher des partenaires que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui sont forts dans votre domaine. Bon, donc ça, c'est quelque chose que je voudrais dire. Et bien évidemment, c'est une évidence qu'on a passé de l'Europe de 15 à l'Europe de 28. On est toujours 28, ce n'est pas encore 27. Et donc, c'est-à-dire, c'est évidemment bien d'avoir les pays de l'Europe de l'Est, mais encore, il faut construire le consortium selon le besoin pour montrer que vous avez la meilleure addition ou agrégation des compétences que vous avez besoin pour votre projet. Voilà. Donc ça sort naturellement de ce qui a été présenté aujourd'hui. Je reviens donc sur le call 2 et OK. Donc, ça, c'est un peu l'esprit général.
sans révéler des grands secrets de la commission, d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire que cette idée qu'on appelle des big tickets, donc de vraiment regrouper autour des grands défis sociétaux des sujets, et pourquoi cela? Il faut aussi que vous compreniez la raison, c'est tout simplement pour vraiment mettre beaucoup d'argent là où on sent un besoin de concentrer. Par exemple, migration, c'était le cas depuis les 5 dernières années. C'est aussi le cas pour certains domaines comme la radicalisation, la sécurité. Le cas pour tout ce qui était les dégâts venant de la crise de 2007-2008 en économie financière et sociale. Donc ça, c'était les big tickets, comme on dit. Et donc, c'était autour de ça. Et si c'est quelque chose qui n'était pas évident au début, et c'était intéressant de le voir en 2016 quand le processus a commencé, de mettre tout ce qui était socio-économique et technologique et tout ce qui était culture dans la même colle n'était pas quelque chose d'évident. Il fallait une certaine logique de construction qui a pris du temps. Mais l'idée, finalement, globalement, c'était la suivante. Il y a des grandes transformations, d'accord ? Des bouleversements positifs et négatifs, donc comment les mettre ensemble et aussi dans cela de ne pas oublier la dimension culturelle de l'Europe, donc comment à partir des problèmes qu'on aperçoit dans l'ensemble des domaines sociaux ou culturels, des problèmes d'identité, le problème de gestion de la diversité, le problème venant d'une mondialisation qui n'est pas totalement maîtrisée ou contrôlée. À partir de là, comment est-ce qu'on peut amener ces défis ou ces problèmes pour avoir des lectures ou des optiques qui essayent de le prendre ensemble. Donc c'était ça la logique quand on a essayé de faire, et la façon dont le challenge et le scope sont écrits dans chaque cas essaye de refléter cela. Bon. Comme toujours, comme je vous ai expliqué, ce sont des compromis, donc ça reflète plus ou moins bien est-ce que ça réussit ou pas, mais c'est le sens de ce qui a été, fait. Donc, c'est ce qui est écrit sur cette transparence, c'est un peu de vous expliquer la logique globale, c'est de voir l'ensemble des faits socio-économiques et culturels de ce qu'on appelle encore. Là, je peux vous dire que les groupes d'experts qui sont là en sciences humaines et sociales nous ont vraiment embêtés pendant assez longtemps sur est-ce qu'on doit appeler ça 4e, pourquoi pas 5e, pourquoi pas 3e, ensuite pourquoi c'est industriel et pourquoi ce n'est pas autre chose. Mais finalement, comme il y a un sens commun du mot 4e révolution industrielle, ça a resté, c'était un peu à la majorité. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Ensuite, encore et toujours, l'idée c'est d'essayer d'avoir des solutions transversales à des problèmes d'innovation, d'inclusion, dans tous les sens du terme qu'on a déjà discuté ce matin, par rapport à des liens, à des bouleversements, à ce qu'on a appelé le côté disruptif de toutes ces technologies et tous les événements aussi qui se sont passés. Et donc, bien évidemment, aussi d'essayer, à partir de cet héritage culturel commun de l'Europe et qui ont été, je dirais, très largement financés, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais 13-14 et 14-15 et 15-17, 16-17 a eu pas mal de projets dans le domaine culturel, donc ça représente quand même quelques centaines de millions d'euros. Ça représente quand même un ensemble conséquent, et cet effort a été continué ici, et je peux vous dire d'emblée, ça va venir plus tard à la fin de la journée sur le table ronde, que l'héritage culturel est un domaine qui a toutes les chances de continuer d'être bien soutenu dans la FPNF, et notamment à travers l'année prochaine, c'est dans le codage, c'est EYCH, European Year of Cultural Heritage, qui sera un grand événement, donc qui va lancer pas mal de projets dans ce domaine. Et bien évidemment, et on peut en parler encore à la fin de la journée, le mot-clé, on a vu ce matin, et je vais essayer de vous dire un peu plus, 2 mots-clés très importants, ex-ante impact assessment, donc évaluation des impacts, et les indicateurs pour évaluer ces impacts, qui reste un des clés de réussite, dans le sens qu'il ne suffit pas d'être excellent, il faut que vous arriviez à expliquer, comme ça a été dit ce matin. Sylvie a pris 2 minutes pour en parler, c'est très très bien, Sylvie Gangloff.
pour parler de communiquer avec les politiques, les décideurs, l'ensemble de domaines de décideurs. Et au-delà de ça, aussi de communiquer tout ça à l'ensemble citoyen. Ça fait aussi partie de ces objectifs qui vont vraiment être encore renforcés pour le prochain cycle. Donc, l'idée de légitimité par rapport au populisme, etc., c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui est un peu entre le niveau supranational européen, et c'est quelque chose, donc cette volonté de communiquer le résultat de ce qui est fait de chaque euro dépensé, comme on dit, est quelque chose qui fait partie de cette impact evaluation maintenant et qui doit être démontré quand on monte un projet. Donc pensez à cela, vraiment à des thèmes très concrets sur comment valoriser aussi dans l'espace public les résultats de ce qu'on fait. Ok, donc ça c'était au niveau général. Le premier sujet, quelque chose. Bon, on peut penser que c'est plutôt orienté économie et digital, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un très fort volet social, inclusion, etc. L'idée de base, c'était quand même très lié aux transformations venant triplement du monde robotique, digital, mais aussi de la révolution biologique, etc. Donc, tout cet ensemble de révolutions technologiques, d'accord, et leur impact global sur le monde du travail, d'accord, y compris, comme on a vu ce matin dans tout ce qui était le volet TIC digital, ce qui sont vraiment disruptifs, d'accord. Donc, c'est ensemble qu'on a discuté. Donc, de voir cela, de voir comment, dans ces grands basculements, on va redéfinir l'idée des compétences et comment les changer, comment les transformer, d'accord? Donc, ça va être vraiment des nouveaux champs de recherche pour un ensemble de domaines, l'économie du travail, la sociologie du travail, la gestion, donc tous ces domaines de concernés, mais je dirais que tout le monde est concerné parce que c'est aussi des transformations culturelles dans la façon de travailler. Si on travaille de façon virtuelle très grandement ou on travaille à partir de chez soi, ça implique aussi des bouleversements culturels. Donc l'ensemble de ces questions qui, bien évidemment, ont déjà été étudiées, sont au cœur de cet élément-là, d'accord? Et bien évidemment, viennent aussi, ça touche des questions de fiscalité, on peut aussi réfléchir, ça fait partie des suggestions. Encore, tout ça, donc tout ça c'est dans les challenges ou les scopes, on l'a déligné dans ce forme un peu bullet point, mais il faut voir, c'est-à-dire, par exemple, si vous pensez que la question on a inséré la question de Universal Basic Income, donc le revenu universel, que ce n'est pas quelque chose qui permettra de résoudre ces bouleversements, dans ce cas, on peut faire un très bon argument pour le dire. Et je suis certain qu'il y a, je ne sais pas, des économistes, des gestionnaires ou des sociologues qui vont le dire. Il y a d'autres qui vont peut-être faire exactement l'argument contraire, d'accord? Donc, ça fait partie du débat et qui peuvent proposer des politiques différentes. Donc, l'idée, c'est d'amener tout ça sur la plateforme du débat du moment. Ok, je passe ensuite... ça, on a déjà discuté. Ok, ensuite vient deux choses qui couvrent les domaines de l'urbanisation, le monde urbain, et aussi urbanisation citoyenne, l'idée de soutenabilité, sustainability, etc. Ça, c'est un CSA, d'accord? Oui, excusez-moi. Donc ici, il y a à la fois un Coordination and Support Action et aussi une action de recherche, avec deux projets potentiels. Ah oui, comme il y a ce chiffre 2 fois 3, laissez-moi vous dire une petite chose en parenthèse qui est une suite de un peu ce que Raphaël a dit ce matin, que des fois les chiffres, bon, notamment pour vous savez, le DG Connect, comme je vous ai dit, est riche. Ils ont des projets qui ont souvent des moyennes d'autour de 5 millions d'euros par rapport aux SHS. Et donc, on peut avoir, par exemple, s'il y a une enveloppe de 9 ou 12 millions, 2 ou 3 projets. Donc, c'est un peu vague. Donc, on a dit que, par exemple, s'il y a une moyenne qui est précisée, on peut aller au-delà de la moyenne. Mais attention quand même, discutez bien avec votre PCN et surtout le PCN juridique et financier. Je sais qu'ils étaient présents ce matin, notre collègue Ella Bouquet. Le piège est le suivant, c'est-à-dire s'il y a un benchmark qui est donné, disons 2,5 millions d'euros, okay, s'il y a, disons, deux projets éligibles qui ont tous les deux, je ne sais pas, 14 points et demi ou 15 points,
tous les deux éligibles, celui qui est demandé plus d'argent, même 2,7, sera en liste d'attente par rapport à celui qui a postulé 2,5, parce que celui qui a 2,5 est plus cost efficient. Donc l'autre aura le projet s'il reste des sous après la distribution. C'est ce que j'ai entendu, à vérifier, c'est ce que nous avons entendu, d'accord? C'est quelque chose toujours à vérifier, mais je vous préviens quand même que c'est un élément à tenir compte quand vous voulez aller au-delà de seuil qui est précisé dans la chose, d'accord? Voilà, donc ça c'est un point purement technique qu'il fallait que je vous dise. Ok, je continue. Donc voilà, on est sur... Là, ça touche, par exemple, on sait bien depuis assez longtemps que l'idée d'agglomération urbaine fait partie des éléments centraux de la mondialisation. Ça a été bien exploré par un ensemble de domaines des sciences sociales et humaines. D'accord? Maintenant, dans cela, bien évidemment, dans cette dynamique, les agglomérations font partie du dynamisme de n'importe quelle économie et fait partie aussi des éléments qui peuvent créer des nouvelles ségrégations et des nouvelles inégalités. Ça aussi, c'est bien connu. Donc l'idée vraiment, c'est comment dans cet espace, et notamment dans ce double contexte que les économistes soulèvent souvent, qu'on appelle le double contexte d'échec de marché et échec de l'État, market failure et government failure, comment est-ce qu'on peut avoir vraiment une très forte participation de la société civile, mais dans tous les sens du terme, y compris société civile très organisée via un ensemble de structures qui va de l'entreprise sociale jusqu'aux associations NGO, etc. Comment faire que ces nouveaux partenaires deviennent des éléments très forts du dynamisme du système, d'accord? Donc tout ce qui est innovation sociale, sur lequel il y a un très grand colloque à la fin du mois, le 27 et 28 novembre à Lisbonne, je vous l'annonce, je suis moi-même impliqué avec notre DG dans l'organisation de cette conférence. Donc, et il y aura des reviews et des études publiées à partir des travaux européens sur le sujet. Donc ces domaines-là deviennent un peu les domaines clés pour regarder les problèmes qui viennent de ces études. Donc encore et toujours, donc, on essaye d'amener l'ensemble de tous les domaines, du digital jusqu'à, je ne dirais pas digital jusqu'au social, parce que je donne l'impression que digital est là et social est là, tandis que ce n'est pas le cas. Ils peuvent être positionnés n'importe où. Mais bon, pour vous dire globalement que l'ensemble de tous les domaines dont on a parlé aujourd'hui sont impliqués dans le développement de cet effort pour étudier l'espace urbain, pour plus d'inclusion et bien évidemment plus de sustainability. Ok, donc celui-là, c'est similaire. D'ailleurs, j'ai un petit problème de mémoire. Nous avons un tableau quelque part, mais qu'on n'a pas sorti parce que c'est ennuyeux, qui explique quel DG gère quoi, quelle unité gère quoi chez nous. Comme je vous ai dit, c'est un immense ensemble d'unités qui travaillent. Donc celui-là, autant que je me rappelle, un de ces deux n'est pas géré par nous stricto sensu, c'est-à-dire nous qui sont un peu les maîtres d'œuvre de ce work programme. Mais en tout cas, donc, c'est géré dans le DGRTD. Et ça aussi, c'est vraiment faire que, comme je disais ce matin, faire que l'utilisateur final ou le fameux citoyen fait partie de la façon dont on construit des solutions aussi bien pour le développement soutenable que l'autre. D'ailleurs, je peux vous dire, si vous utilisez les bons mots-clés, et nous avons une étude de 30 projets de l'Union européenne couvrant les périodes 2008 jusqu'à aujourd'hui, qui couvrent ce sujet de l'innovation sociale dans le domaine, donc dans les domaines de l'inclusion, d'accord? Donc c'est quelque chose quand même qui est qui a été déjà bien recherché, mais étant donné son importance, l'effort continue. Donc comment d'abord faire un grammaire des meilleures pratiques dans un ensemble de domaines, qui peut être dans le domaine, je sais pas, de gestion de mer par rapport à par les littorales, etc. Comment impliquer les citoyens, comment, par exemple, intégrer bien évidemment des groupes vulnérables dont on a parlé, les questions d'équité d'accès par rapport à la fracture digitale. Donc toutes ces questions reviennent et comment impliquer les citoyens là-dedans. Citoyens dans le sens de l'ensemble des utilisateurs. Ensuite, encore et toujours, ceci doit faire
faire plaisir à plusieurs de mes collègues dans le domaine de la culture qui sont ici dans l'audience. C'est-à-dire tout ce qui est... Voilà, donc c'est là où on a essayé de faire la synthèse entre des sujets, comment dire, qui sont les grands bénéficiaires en général des financements comme l'économie, gestion aussi sociologie ou politique par rapport à d'autres. Donc ici, c'est d'essayer de faire travailler ensemble ce qui était technologie, innovation, économie autour des questions de culture, de création et des arts. D'accord ? Donc vraiment essayer de voir concrètement pour les industries culturelles et créatives, comment les étudier, comment elles sont en train d'évoluer, quelles sont les dynamiques technologiques, quel type de plateforme on peut avoir pour les valoriser et comment, et encore et toujours, bien évidemment, d'impliquer un ensemble d'utilisateurs dans cette dynamique, d'accord ? Y compris des questions classiques d'emploi, de formation, de taxes, les bénéfices qu'on doit utiliser pour inciter ces domaines. Okay, j'allais dire incentivize, mais je connais quand même des fois des mots français. OK. Et ça, ce sera vraiment un travail très utile pour nous. Si vous avez des projets de ce type, regardez la dernière ligne, déployer des approches multidisciplinaires, qualitatives et quantitatives, bien sûr, et donnez-nous des indicateurs que nous pourrons utiliser, je dirais, dans FP9 pour, comme indicateur de ce qui est possible à faire, c'est-à-dire pour évaluer un domaine. Parce que l'idée aujourd'hui, et je vais vous dire un mot sur le sujet, même si ça va venir à la fin de la journée, les indicateurs de réussite dans la recherche par les publications, ça c'est bien connu, on sait comment les mesurer depuis un bon moment. D'accord ? Il y a pas de... Bon, il y a des difficultés, mais ce n'est pas un domaine vague. D'accord ? Même chose pour les indicateurs économiques et innovation, on sait comment les mesurer. Ce qu'on sait beaucoup moins mesurer, c'est un problème constant depuis un bon moment, c'est de mesurer ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact social ou sociétal. C'est-à-dire, si nous avons des impacts diffuses, une nouvelle activité économique dans un ancien bassin minier qui est en train de créer de l'emploi quelque part. C'est bien évidemment très bien, mais une activité comme ça, je ne sais pas, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine touristique même, est important, mais c'est en train de restructurer sans doute toute une zone qui dépendait d'autres activités avant. D'accord ? Donc quand cette transformation est en train de se faire, et qui va durer au-delà d'un projet qui est en train d'étudier tout ça, d'accord ? Où les impacts sont souvent très indirects. Comment nous allons mesurer tout ça est quelque chose que la Commission souhaite savoir. C'est à la communauté de chercheurs de dire à la Commission comment on va mesurer tout ça. Donc ce type d'effet qui peut durer au-delà de la vie d'un projet sont quelque chose de très recherché dans ce qui est cette préparation de FP9, parce que encore, pour justifier chaque euro dépensé de l'argent public pour la recherche à l'échelle européenne, d'essayer de démontrer comment on dépense cet argent est quelque chose qui est absolument clé aussi dans la justification budgétaire qui va passer par le Conseil de l'Europe. C'est un élément clé et c'est pour ça que la Commission a besoin vraiment de travailler les week-ends et les soirs pour trouver ça d'ici 3 mois. Parce que vraiment le processus, ce qu'on appelle le MFF, le Multi-Financial Framework, et le FP9 doit commencer en début de l'année prochaine, une fois que la consultation publique est faite. D'ailleurs, quand j'ai dit consultation publique, je vous invite très fortement, il y aura une consultation de tous les stakeholders sur FP9, une consultation publique exactement comme il y a eu pour l'évaluation de mi-parcours, de décembre jusqu'à mars. Je vous invite très fortement, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan institutionnel, d'y participer, parce que ça permettra vraiment la Commission d'avoir beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions, pour voir comment les choses marchent, comment on doit avancer, etc. Je peux vous dire, j'étais référé pour pas mal de dossiers qui ont été soumis dans ce processus, et quand on lit qu'il y a aussi bien les universités qui ne sont pas contents et les PME allemands
qui ne sont pas contents, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire que personne n'est content. Donc ça nous donne quand même certains outils pour réagir. C'est pas que, d'un côté, les universités disent qu'il y a trop d'argent pour les PME et les entreprises par rapport à ce que nous touchons, tandis que les PME ne sont pas contents non plus. Donc, voilà. Donc, et j'ai vu ça concrètement, j'ai lu des dossiers de ce type. Ok, oui, ça c'est quelque chose de spécial, hein, et je peux vous dire que je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais que notre collègue Armand Nachev de TIC a soulevé. SU, ça veut dire Security Union. Ce sujet a été mis à la demande spécifique donc de DG Culture, qui est très concerné par l'ensemble des questions qui sont posées à cause des problèmes du Moyen-Orient, d'accord, et notamment dans les grands sites d'héritage culturel, le trafic autour des biens culturels, et comment rechercher cette question sous cet ensemble, c'est-à-dire d'amener ensemble ceux qui sont concernés par cette question et aussi ceux qui font des recherches sur la question, de collecter des données et de penser comment dans cette situation agir, d'accord? Donc ici est concerné aussi bien des systèmes de police, de douane, des droits de propriété intellectuelle, les systèmes de justice et bien évidemment le monde de la recherche, ceux qui travaillent dans le domaine culturel. Donc ceci a été mis à une demande spécifique. Si vous voulez, s'il y a des gens qui sont intéressés par tel type de questions et quelqu'un m'a la posé ici, en effet, n'hésitez pas à nous contacter via le PCN parce qu'on va vous orienter vers les unités qui ont construit ce type de sujet. D'accord? C'est nouveau même pour les gens dans la condition, au moins pour moi, mais ça fait partie des choses, comme je vous ai dit, dans la résolution des problèmes, au fur et à mesure qu'ils deviennent importants et surtout qu'ils deviennent des problèmes importants à l'échelle mondiale et transfrontalière, c'est le type de sujet qui arrive donc sur le plateau. Oui. SU, ça veut dire Security Union. Voilà. Donc, qui est ça amène ensemble l'ensemble des acteurs de la Commission et même au-delà, je pense, je ne sais pas, mais par exemple, est-ce que UNESCO est dans la Security Union? Est-ce que UNESCO est dans la Security Union et impliqué dans ce qui est... Ok, bon. Donc, il peut y avoir des partenaires qui sont même en dehors de l'Union européenne, mais qui sont concernés par ces questions, d'accord? Mais c'est une question que je ne maîtrise pas totalement, je vous l'avoue. Ok, je continue. Ah oui, ça doit faire plaisir, bon, j'espère, à Nathalie Green. Transformation 14. Ça vient, c'est un peu, je dirais, dans la foulée de ce qu'on a discuté ce matin. Le DG ECFIN, donc économie et finances, encore un DG très puissant, parmi les puissants, est intéressé par cette question, d'étudier ce qu'on appelle le paradoxe ou le puzzle de productivité dans les pays européens. Il y a la technologie, bien évidemment, qui avance et l'Europe est quand même fort dans ce domaine. Néanmoins, il y a la transition démographique qui n'est pas à l'avantage de l'Europe et une baisse observée de la productivité sur certains secteurs. C'est quelque chose de très étudié et il y a 2 mois un colloque très intéressant co-organisé par la Commission européenne, Eurostat et l'OSCE sur cette question. Ça concerne les économistes, mais je pense que ça concerne aussi ceux qui sont intéressés par l'ensemble des transitions dans la mondialisation couvrant la socio-économie. C'est vraiment de voir, par exemple, au fur et à mesure que la mondialisation progresse et les entreprises n'appartiennent vraiment plus à une nation, mais à une opération à l'échelle mondiale, comment est-ce qu'on mesure la productivité à l'échelle transnationale. Donc ça, c'est une des questions clés qui est aussi bien évidemment très influencée par la technologie. Et l'idée, c'est de l'étudier et aussi contribuer, et ce qu'on a très bien vu ce matin, contribuer à la construction et la continuité des bases de données européennes et internationales, genre OCDE, parce qu'il y a beaucoup de collaboration dans les domaines comme ça. Ça existait déjà dans les domaines qu'on appelle les intangibles, donc tout ce qui est économie, le domaine de l'immatériel et des services et leur contribution à l'économie. Donc c'est un peu dans cette foulée parce que les systèmes de comptabilité nationale
n'ont pas encore des réponses à beaucoup de questions qui viennent de la mondialisation. Et ça va entrer aussi, bien évidemment, dans la question de droit de propriété intellectuelle, dans la question de règlement de commerce international par le WTO, etc. Donc tout cet ensemble est touché par ce sujet. Ah oui, ça c'est un sujet d'ailleurs. Ah oui, bon, Nicolas Dromel est parti, mais ça c'est un sujet. Il y a déjà eu un sujet sur le tourisme culturel dans le précédent call en 2016-2017, à la demande de la France, de l'Italie et de l'Espagne, je pense, une demande très forte et très bien argumentée. Il y a un deuxième sujet parce que c'est vu comme un gisement d'emploi et d'activité dans beaucoup de pays. Ce sujet donc, a été inclus. C'est comment on peut continuer d'innover dans le domaine de tourisme culturel avec une approche intégrée de l'urbain et de régional. Donc de vraiment étudier donc un ensemble de questions et je pense que c'est correct de penser que c'est un gisement d'emploi à l'échelle européenne qui, dans la mutation telle qu'on le conçoit, est très, très important. Et bon, la France, tout en bénéficiant beaucoup de tourisme, juste pour parler du contexte français, est-ce qu'on fait assez pour pleinement bénéficier des mutations à court et les potentialités du domaine? Donc, voilà. Ça, on a déjà discuté. Oui, ça, c'est, je dirais, pour ceux qui cherchent un peu de théorie d'un côté intellectuel, etc. Ceci est mais qui est bien évidemment, vous savez, encore, je parlais du jargon magique de la commission, les mots qu'il faut absolument savoir et utiliser quand vous préparez un projet. Un mot-clé qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut se répéter matin et soir, c'est evidence-based policy. C'est, dès que vous touchez à un projet européen, toute politique que vous proposez doit être evidence-based. Et donc, c'est un peu l'idée. Donc, si vous proposez quelque chose qui est une analyse à partir des idées pratiques culturelles, etc., ou des choses conceptuelles autour de la culture ou de l'éthique, c'est aussi d'essayer de dire, oui, on peut l'étudier d'une certaine façon. Par exemple, on a vu dans beaucoup de projets européens, on étudie à partir de l'influence de l'Internet ou de la migration ou des guerres, une évolution dans le regard des enfants sur un sujet. Donc, il y a énormément de statistiques qui sont construites autour de ça. Donc, aujourd'hui, si on fait de la recherche dans ce domaine, on ne peut pas ignorer ce qui est produit déjà donc, à l'échelle européenne sur cette question. Et encore, je vais répéter, comme on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que c'est les contours d'un très bon projet qui réussit, donc, notamment pour avoir touché cette barre magique de 15. Moi, je dirais qu'il y a une chose d'essentielle. Vous pouvez avoir un très, très brillant projet qui fait beaucoup de choses innovantes, mais étant donné le volume de financement européen qui est entré dans l'ensemble de ce domaine depuis maintenant 30 ans, il faut quand même que vous ayez bien étudié de ce qui a été fait avec des financements européens dans le domaine et que vous arrivez à démontrer dans votre présentation qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans ce que vous faites. Ça, c'est une condition sine qua non, je dirais, de réussir. Sylvie est bien d'accord avec moi, il lèche la tête, donc voilà, donc c'est quelque chose qui va être transmis. Ok. Voilà, donc construction des valeurs culturelles dans l'âge du média social. Vous me disiez, demandez ce matin sur l'impact de l'Europe. Vous avez un sujet sur le domaine culturel où c'est bien utile. Donc, notre collègue qui avait posé cette question ce matin. Ça, on a déjà discuté. Non, peut-être pas. Oui, ça pourrait aussi, on pourrait en parler dans le sujet TIC ce matin. Donc, Big Data dans l'utilisation dans le développement des politiques d'innovation et de recherche. Bien évidemment, il y a des données partout sur beaucoup de choses, avec ce qu'on appelle les différents niveaux de granularité. Et donc, comment utiliser? Il y a un peu une orientation économique, mais il n'y a pas que l'économique. Donc, c'est des données qui couvrent les ensembles de domaines recherche et innovation. Par exemple, si le digital numérique
les humanités numériques ont beaucoup de données sur certains types d'objets scientifiques. Et si on peut utiliser ces données pour faire quelque chose de nouveau et important, dans ce cas, ceci, mais c'est vraiment big data, donc vraiment des masses énormes, d'accord, pour l'utiliser. Mais bien évidemment, ça peut aussi concerner investissement, diffusion de technologies, etc., donc composantes plus économiques. Ok, je pense donc que j'ai fini. Je suis comment pour le temps? Est-ce que questions maintenant ou... Oui. Bonjour, Serge Gadebois de ESAM Université. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée qui éveille beaucoup de curiosité pour aller voir plus loin. J'avais une question en fait par rapport à ce qui avait été dit ce matin également en termes de timing sur le fait qu'il y avait des projets en 2018 qui allaient être plutôt des CSA ou des RIA qui après donnaient lieu à des Innovation Action plus tard en 2019-2020. Est-ce que c'est également le cas dans les calls que vous avez présentés? Et une question un peu a tricky question, comment vous allez gérer le lien entre les inputs qui viennent des premiers projets qui sortiront en 2018 pour nourrir les appels 2019-2020? Oui, non, mais les projets financés à partir de 2018, bien évidemment, on n'aura pas le résultat en 2019. Donc, c'est-à-dire, ça suit toujours un peu les mêmes mécanismes, c'est-à-dire les CSA, par exemple, des CSA qui vont commencer en 2018 ou 2019 sont censés étudier les projets dans la partie précédente, qui sont H2020, mais ça peut être FP7 aussi, d'accord? Donc, s'il y a des projets FP7 dans un domaine, ils sont censés être étudiés. Les études qu'on a en ce moment prennent une gamme qui tiennent compte de ce qui a été fait dans les dernières années, notamment dans la deuxième phase de FP7, parce que les projets qui ont été dans la première phase de FP7 sont souvent déjà entrés dans des reviews des études, etc. Donc, s'il y a des plateformes CSA, qui doivent partir, vers 2019 ou 20, donc ils seront pour la période précédente. S'il y a des CSA qui sont lancés en 2020, oui, ben dans ce cas, ça doit inclure tout ce qui est parti, oui, disons 2018 aussi, d'accord? Et même chose pour les Innovation Action. Un Innovation Action n'a pas besoin d'avoir une dimension recherche. C'est fondé sur des recherches qui existent. C'est souvent aussi, par exemple, des choses qui mobilisent ce qu'on appelle le fameux TRL, Technology Readiness Level. Par exemple, des applications, des outils. Ça peut même être des choses, par exemple, dans le domaine culturel. On est en train de faire quelque chose pour des musées virtuels, un prototype. Dans ce cas, pour lancer le prototype, pour faire un upscaling à l'échelle européenne, si c'est un projet qui arrive comme ça, bien évidemment, ça doit arriver après quelque chose qui est déjà fait ou construit au niveau de la recherche. Voilà. Donc oui, ça suit une certaine logique par rapport à la période précédente où sûrement des choses existent sur un domaine similaire. Et vous verrez que c'est assez clairement des plateformes, etc., quand il s'agit d'étudier un ensemble de choses. Par exemple, il y a des plateformes très importantes dans le domaine de l'urbanisation. Les ERANET aussi, oui, l'ERANET va arriver, je pense, dans la partie gouvernance, ont aussi cet objectif. Je peux compléter aussi. Vas-y. Pour en avoir discuté ce matin avec Raphaëla, parce que j'étais interpellé par effectivement cette relation demandée entre les projets qui seront déposés en 2019 et ceux qui auront été financés en 2018. Alors il y a déjà une question de calendrier. Les projets qui auront été financés en 2018, on en connaîtra la liste qu'en septembre, octobre, novembre 2018, au moment où où les appels 2019 seront officiellement ouverts. Donc en fait, il s'agira surtout pour les propositions de 2019 de bien mentionner que
elles se rapprocheront des projets qui ont été financés en 2018, parce que de toute évidence, en novembre, les projets démarreront à peine s'ils démarrent à ce moment-là, quoi. Il n'y aura encore aucune publication, mais vous pourrez avoir accès aux abstracts et connaître qui sont les lauréats et vous rapprocher d'eux pour aussi positionner votre projet. Et s'agissant des CSA, effectivement, c'est vraiment l'objet de beaucoup d'entre elles, c'est d'aller voir, d'analyser les résultats de tous les anciens projets FP6, FP7 dans un domaine et de rassembler la communauté de stakeholders au sens large. Rajouter juste rapidement un point sur ce que disait Soudeb. Donc il est important de se positionner par rapport aux résultats déjà obtenus ou par rapport aux analyses en cours. Donc vous avez un projet qui est en cours, vous voyez que dans un des work packages, ils étudient tel terrain ou tel aspect, ou tel, voilà, disant, on se positionne, on prend contact avec eux. A priori, la commission ne finance pas 2 fois les mêmes recherches, donc il faut se positionner par rapport aux recherches déjà en cours. Donc juste pour confirmer, préciser ce qui avait été donné. Je profite que j'ai le micro, puisque justement sur ce point-là, j'ai une question à poser. Dans quelle mesure, par exemple, lorsqu'on a des CSA, comme la CSA sur le Transformation 3 sur les études urbaines, dans quelle mesure est-ce qu'on doit prendre contact et se positionner par rapport au GPI sur Urban Europe et, oui. C'est, à mon avis, une question... Oui, mais là, tu m'as posé une colle parce que je ne traite pas les GPI. Dans la mesure où il existe déjà un consortium européen sur les questions d'urbanisme, un GPI, un Joint Programme, je pense qu'il faut au moins examiner l'opportunité de se positionner par rapport à ce GPI, qui d'ailleurs est susceptible de déposer un projet, puisqu'il repose déjà sur un réseau préexistant, financé déjà par la commission. Donc là, peut-être au moins voir avec eux. Mais en effet, ce que je peux te dire, c'est que si on ne tient pas compte ce que nous, le DGRTD, le DG Recherche et Innovation, finance la recherche, d'accord? Il y a plein d'activités ailleurs. Et des fois, un autre DG, ça peut être DG Employment ou DG Régio, qui traite des régions, peuvent s'énerver parce qu'on ne tient pas compte suffisamment de leurs besoins. C'est un peu normal, d'accord? Ici, par exemple, en la TR 13 et 14, on a vraiment tient compte des besoins de DG ECFIN et DG GROW, d'accord? Mais voilà, c'est ça. Et donc, si, par exemple, DG Régio est en train de travailler avec une centaine de villes où il y a un GPI donc urbain qui a été fait et qui ont des projets très intéressants, concrets sur le terrain, où il n'y a peut-être pas nécessairement une dimension recherche, mais en effet, s'il y a un CSA qui arrive sur le terrain, doit absolument tenir compte. Je connais ce cas parce que, bien évidemment, je suis intéressé par les questions urbaines et j'ai eu des échanges avec DG Regio, précisément sur des questions de ce type. Donc, bien évidemment, c'est-à-dire, quand on va pour un projet CSA de ce type, etc., on n'a pas, je dirais, on est fautif si on ignore, si on ne fait pas venir dans son radar l'ensemble de traitement de ces questions aussi dans d'autres DG de la Commission. Je suis certain que Rafaela vous dira la même chose dans le sens que si on fait un projet de recherche sur la migration et on ne connaît pas l'ensemble concret des politiques qui sont déployées au niveau des États membres au niveau des États membres par différents DG qui sont concrètement sur le terrain, ça peut être les douanes, l'intérieur, etc. On est fautif, on manque une partie de ce qu'on doit pouvoir dire ou pouvoir traiter en termes d'impact. D'accord ? Donc c'est très important d'avoir aussi cette vision qu'il n'y a pas, notamment quand on est censé proposer des politiques, il n'y a pas que la recherche, il y a beaucoup d'activités ailleurs aussi qui sont des activités concrètes du terrain et il faut tenir compte de ça quand on est en train, et qui ont un lien bien évidemment avec la recherche et qui proposent des outils. Voilà. Donc. Même si ça pourrait aider à la digestion. Bonjour, je suis Radia Leyachi, je travaille à l'université Paris-Nanterre et donc la question que je vous pose, est-ce que vous connaissez l'échéance à laquelle la Commission européenne prévoit de présenter, parce que le Work Programme 2018-2020 est paru très récemment, mais à quelle échéance la Commission européenne prévoit de présenter les calls encore lointains? Je pense par exemple sur cette thématique-là de transformation
au call intitulé Evolving European Cultural Heritage for Social Cohesion, qui est prévu a priori en 2020. Et je pose cette question puisque, avec certaines équipes de recherche, l'appel à projet MRSI, qui nous semble être aussi un bon outil pour pouvoir travailler avec les partenaires européens et travailler le réseau, et bien évidemment aussi corrélaire à au moins avoir un descriptif du scope et du call en question. Voilà. D'accord. Bon, ce que je peux vous dire, et encore, c'est-à-dire, dans le quotidien, je n'ai pas toujours dans mon radar, mais peut-être Raphaël peut me complémenter. Exactement, bon, on a un calendrier des actions. En principe, si je me rappelle bien, il y a donc la prochaine partie du work programme, et notamment certains sujets pour 2019, etc., qui doivent être peut-être finalisés ou peaufinés ou changer, même si on sent tel besoin. Parce qu'un facteur important de ce programme Horizon 2020, c'est que, d'une certaine façon, selon les besoins, la Commission se réserve le droit de changer l'investissement de certains programmes pour répondre à des nouveaux défis ou des nouveaux besoins. D'accord ? Donc, ça c'est une caractéristique de la façon dont ceci a été planifié. Et donc, il peut y avoir il doit y avoir, si je ne me trompe pas, donc, une nouvelle vague d'appels couvrant 2019-20 de la rentrée, quelque part vers l'automne prochain. Si j'ai la date exacte, c'est ça ? C'est ça, oui, de changement. Et 2020 doit être finalisé pour... Voilà, c'est ça, automne 2019, oui. Donc je pense que Bernard va me demander vers le mois de juin, est-ce qu'on commençait de se lancer dans la MRSI avec ce qu'il y a là. Donc, voilà, c'est ça à peu près le calendrier. Mais voilà, la NRMRSI se prépare quelques mois en avance, oui, bien sûr. Il y a une question là, de Corinne. Tu parlais tout à l'heure de l'appel sur le trafic illicite des œuvres d'art. Le trafic illicite. Oui. Et donc, je voulais savoir si c'était une autre DG qui gérait ça, parce qu'apparemment, tu disais que c'était une initiative, enfin un call qui était lié vraiment à une demande spécifique. Ça vient de DG EAC, le trafic illicite. C'est DG EAC qui a formulé ou DG comment dire, External Action? C'est qui l'a formulé? Je ne sais pas exactement. C'est Security Union. C'est le SU que je montrais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Security Union. Oui, c'est celui-là. C'est le 09. Oui, c'est le 09. Voilà. En tout cas, il est clair que aussi bien DG EAC que Security Union et ensuite Intérieur et Justice juridique sont impliqués, c'est-à-dire ce qui traite des questions juridiques de gestion de ce domaine. Donc, il y a certainement 2-3 DG centrales qui sont impliquées dans ça. Mais je peux me renseigner plus. Hein. Oui. Pourquoi c'est quelque chose... Oui. Ok, d'accord. Bien sûr. Oui, c'est un sujet qui peut nous intéresser. Je pense que l'ICOM aussi. D'accord. Okay. DG Just, ok, c'est DG Just. Justice, oui. Mais bien évidemment avec un fort intérêt de DG EAC. Est-ce qu'on aurait une dernière question ou... Non, alors si on n'a pas de dernière question, je vous propose de faire une courte pause et on reprendra ensuite la deuxième partie de l'après-midi avec les appels gouvernance et une table ronde sur les sciences humaines et sociales dans le FP9. Merci. Merci Bassudeb.